Donc, chers amis, chers collègues, la pathologie du rachis cervical, la pathologie aiguë et du rugby. Donc, le rachis cervical, c'est de manière anatomique la partie la plus mobile du rachis, de la colonne vertébrale. Les traumatismes du rugbyman au niveau du rachis cervical ne sont pas les plus fréquents. C'est à peu près 5% dans le rachis cervical. Par contre, elles ont des conséquences donc potentiellement très sévères. L'incidence est 3 fois plus importante chez les avants, les premières lignes, surtout les talonneurs, pour des raisons techniques liées au jeu, qu'on verra, que chez les arrières. Donc il y a schématiquement 2 types de pathologies qu'on va retenir, donc les lésions aiguës traumatiques et les lésions chroniques par micro-traumatisme répété, qu'on peut retrouver également dans d'autres sports de contact. Donc, les phases de jeu risquées, clairement, il y en a 2, c'est le plaquage et la mêlée pour le rachis cervical. Donc, il y a 2 mécanismes lésionnels possibles. En hyperflexion, avec les spear tackles, les plaquages cathédrales, avec une percussion de la tête en bas. On verra une vidéo là-dessus. Et puis, les plaquages hauts, type cravate, donc, qui est un mécanisme lésionnel en hyperextension. Après le plaquage, donc, c'est effectivement la mêlée, l'écroulement de mêlée, la compression, flexion, compression, rotation éventuellement, surtout au niveau du talonneur qui est obligé de suivre du regard le ballon. Et ça fragilise très nettement le rachis cervical. Donc ces mécanismes en hyperflexion. Et puis dans certains mauls, certains rucks et les mêlées relevées, des mécanismes également, dans le jeu ouvert également, des mécanismes en hyperextension. Donc on va voir une vidéo avec donc l'arbitrage vidéo qui nous permet de voir au ralenti donc une saisie et un mécanisme en hyperflexion et compression. Voilà une autre image où on voit très bien les mécanismes donc lésionnels, à la fois discales, ligamentaires. Comme ce sont des lésions quand même indirectes, sont plus facilement des lésions donc qui vont donner des choses instables. On va voir avec la classification d'Argenson que des lésions osseuses. Deuxième, donc ça c'est mécanisme en hyperflexion. Mécanisme en hyperextension avec les plaquages hauts, les cravates. Voilà. Donc on voit le ralenti, première esquive, et puis la saisie où on a des mécanismes en hyperextension avec un risque important également de lésions laryngées, de lésions vasculaires au niveau de la carotide, surtout de la vertébrale, qui est, comme vous le savez, impliquée on le revoit sous un autre angle, qui est impliqué dans l'anatomie du rachis cervical. Voilà, il s'est relevé sur ce... Donc, la classification d'Argenson nous a montré qu'il y avait possiblement, en fonction du niveau lésionnel, du mécanisme lésionnel, soit des tassements ici à gauche, donc un tassement antérieur avec très peu de neurotoxicité, puisqu'on a un canal qui est libre. Ici, une fracture comminutive, et puis la fracture en teardrop, qui est bien sûr pas spécifique au rugby, mais qui est une fracture très instable, très neurotoxique. Les lésions plutôt disco-ligamentaires, avec une entorse moyenne, grave éventuellement, quand on a vraiment véritablement une instabilité vertébrale. Et puis des mécanismes en hyperextension, éventuellement, ou des mécanismes qui associent à la compression, l'extension ou la flexion, des mécanismes rotatoires qui souvent vont impliquer les articulaires, avec ici un accrochage et une luxation unilatérale, parfois bilatérale, avec la fracture séparation des massifs articulaires au niveau des vertèbres. Donc, après la pathologie aiguë, les pathologies microtraumatiques, donc ça c'est beaucoup plus fréquent, beaucoup plus insidieux. Ça accélère très clairement, ça s'est bien montré dans la littérature, les phénomènes de dégénérescence arthrosique. Le rugby est générateur d'arthrose précoce et de canal cervical étroit. Et c'est lié à l'âge. Plus le joueur est âgé, plus le canal cervical est étroit. Progressivement, ces micro-traumatismes vont sténoser le canal. Donc on a soit des signes cliniques de conflit disco-radiculaire, soit des myélopathies véritablement, avec un risque de décompensation, avec des phénomènes de tétraparasie transitoire de type neurapraxie. Ça n'arrive pas seulement dans le rugby, et ça arrive quand même assez souvent au niveau du rachis cervical. Ici, 2 indices classiques dont on sert également pour tous les certificats d'aptitude ou de non-contre-indication à la pratique du rugby, l'indice de Torg, qui est mesuré sur les radiographies du rachis standard de profil.
Et puis sur une IRM, le rapport médulo-canalaire avec un ratio donc, qui permet de déterminer le degré de liberté en quelque sorte de la moelle à l'intérieur du canal pour prévenir et voir s'il y a des facteurs de risque biomécaniques liés à la configuration de ce rachis. Donc en conclusion, comme souvent, la prévention est vraiment importante et il y a énormément de travaux qui sont faits depuis plusieurs années. Donc l'obligation de suivi des joueurs de haut niveau avec un certificat de non-contre-indication pour la pratique du rugby en compétition. L'adaptation des règles de jeu, en particulier les codifications de la phase de mêlée, qui a été décomposée en quelque sorte pour éviter toutes ces phases qui sont potentiellement dangereuses, avec les écroulements de mêlée, etc. Les plaquages à caractère dangereux sont interdits, l'arbitrage vidéo, etc. Mais même, enfin, de manière générale, les règles, il y a vraiment un focus d'attention qui est posé sur ces pratiques et ces plaquages tels qu'on les a vus en vidéo. La préparation physique des joueurs, en particulier le renforcement musculaire des muscles du rachis cervical. Et puis les réseaux de surveillance, Johan Bohu et Marc Julia avec le défi rachis au niveau de la Ligue. Et puis, il y en a plusieurs autres, le Rugby Smart en Nouvelle-Zélande, etc. Je vous remercie.